l'actualité ce 9 septembre 2020, des centaines de Maliens ont manifesté leur soutien à la junte ce mardi à Bamako. Cette manifestation intervient en pleine incertitude politique. Une délégation menée par Abdelkerim Idriss Déby a rencontré ce mardi Benjamin Netanyahou pour discuter de l'ouverture possible d'une ambassade du Tchad à Jérusalem. Et puis les écoles à Casablanca qui devraient rouvrir leurs portes dès ce lundi pour une nouvelle rentrée scolaire sont restées fermées. Raison évoquée, la flambée des contaminations à la COVID-19. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. On démarre cette édition par le Mali où des centaines de personnes ont manifesté leur soutien à la junte ce mardi à Bamako. Cette manifestation intervient en pleine querelle sur les conditions de retour des civils au pouvoir après le putsch du 18 août dernier. Des centaines de Maliens ont manifesté ce mardi leur soutien à la junte en pleine incertitude politique. Les participants ont répondu à l'appel du MP4, mouvement populaire du 4 septembre. Cette nouvelle formation soutient les colonels au pouvoir à un moment où les Maliens se divisent pour savoir si c'est un militaire ou un civil qui doit conduire la transition censée ramener les civils à la direction du pays et combien de temps doit durer cette période transitoire. On veut que l'armée reste au pouvoir le temps qu'il faudra. Pourquoi pas 3 ans d'ici la fin du mandat de l'ancien président Ibeka, a scandé un manifestant en faisant référence à Ibrahim Boubacar Keïta renversé par les militaires le 18 août dernier. Les militaires ont dès le départ promis de rendre les commandes aux civils à l'issue d'une transition d'une durée à déterminer. Ils ont initialement parlé de 3 ans correspondant à l'échéance du mandat présidentiel sous la conduite d'un militaire. Mais ils se sont heurtés au refus des voisins ouest-africains qui ont lancé des concertations avec les partis et la société civile sur la mise en place de la transition. La junte est soumise à la pression des acteurs locaux avec leurs intérêts propres, mais aussi de la communauté internationale. La communauté des États ouest-africains réclame un retour des civils au bout de 12 mois maximum. Elle impose un embargo sur les flux commerciaux et financiers avec le Mali. Ce lundi, elle a donné jusqu'au 15 septembre aux militaires pour désigner un président et un premier ministre civil de la transition, ne laissant que quelques jours à la junte pour surmonter les divergences maliennes. La junte organise 3 jours de concertation à partir de ce jeudi. En République démocratique du Congo, la police a dispersé un rassemblement de quelques centaines de manifestants à Kinshasa. Ils exigent l'expulsion immédiate de l'ambassadeur du Rwanda dans le pays. Les mouvements citoyens Lucha et Filembi, à l'origine de la manifestation en fin de semaine à Kinshasa, réclamaient, en dehors de l'expulsion immédiate de l'ambassadeur du Rwanda, l'arrêt des menaces contre le prix Nobel de la paix congolais 2018, Denis Mukwege. Le rassemblement des activistes qui accusent le diplomate rwandais Vincent Karega de révisionnisme après un tweet controversé sur l'histoire douloureuse des relations entre les deux pays a été dispersé par la police à coups de gaz lacrymogène et des tirs de sommation. Nous sommes venus demander le départ de l'ambassadeur du Rwanda, celui qui ignore le génocide dans notre pays. Mais la police nous tire dessus et pourtant, c'est pour notre pays que nous sommes ici. Nous réclamons justice et réparation pour tous les actes que le Rwanda a commis au Congo, pour les massacres qui ont été perpétrés. À ce jour, il n'y a pas eu de réparation. En réponse à un Congolais sur Twitter, l'ambassadeur rwandais Vincent Karega avait contesté la responsabilité de son pays dans un massacre de civils en 1998 dans l'est de la RDC. Son tweet rapidement effacé avait relancé la colère d'une large partie de l'opinion congolaise qui accuse le Rwanda d'être à l'origine des guerres et des conflits dans l'est de la RDC depuis 25 ans. Avec le soutien d'opposants, les organisateurs de la manifestation demandent également la fin de l'impunité des crimes dans l'est de la République démocratique du Congo.
Une foule d'électeurs se pressait ce mercredi matin devant les bureaux de vote de la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie, pour un scrutin qui défie l'autorité du Premier ministre Abiy Ahmed. Malgré la décision du pouvoir fédéral de repousser toutes les élections en raison de la pandémie de coronavirus, les bureaux de vote ont ouvert à 6h, 3h GMT à travers cette région montagneuse. Considéré comme illégal par Addis Abeba, ce vote constitue le dernier défi en date pour le gouvernement d'Abiy Ahmed, qui fait face à de profondes divisions politiques et ethniques et qui se trouve à un moment critique de sa relation avec le Tigré. L'Éthiopie devait tenir des élections nationales en août, mais en mars, la commission électorale les a repoussées sine die en raison de la situation sanitaire. Plus de 600 candidats appartenant à 5 partis politiques concourent pour 152 sièges au Parlement régional. Ces partis discuteront ensuite de la répartition des 38 autres sièges. Les bureaux de vote doivent fermer à 18h et des résultats préliminaires pourraient être connus dès jeudi soir. Au Cameroun, le président Paul Biya a fixé ce lundi au 6 décembre prochain les prochaines élections régionales du pays. Il a pris cette décision malgré l'hostilité de l'opposition. Les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 6 décembre prochain à l'effet de procéder à l'élection des conseils régionaux. Ainsi en a décidé le président camerounais Paul Biya. Ce scrutin indirect dans les 10 régions camerounaises doit permettre la mise en place de conseils régionaux prévus dans la Constitution de 1996 pour promouvoir la décentralisation, mais jamais élus jusqu'aujourd'hui. Ces conseils dans les 2 régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest devrait aussi être doté d'un statut spécial promis en octobre 2019 par le chef de l'État à l'issue d'un dialogue national pour tenter de mettre fin au combat entre séparatistes et forces de sécurité. Les grands électeurs devront élire 90 conseillers régionaux, dont 20 représentants des chefferies traditionnelles. Les conseils régionaux sont dotés de pouvoirs limités dans les domaines non régaliens comme l'équipement, l'aménagement du territoire, la culture. Et bien avant l'annonce de ce lundi, les 2 principaux partis de l'opposition avaient prévenu qu'ils boycotteraient les régionales, notamment tant que le conflit sanglant dans les 2 régions abritant l'essentiel de la minorité anglophone camerounaise ne serait pas réglé. Dans ces zones, des groupes armés anglophones réclamant l'indépendance combattent les forces de sécurité déployées massivement par le régime de Paul Biya, dominé par la majorité francophone. L'ONU, les ONG internationales et certains États occidentaux dénoncent régulièrement des crimes commis contre les civils par les 2 camps. Je le disais en titre, une délégation tchadienne emmenée par l'un des fils du président Idriss Déby Itno a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Selon les autorités israéliennes, les 2 camps ont discuté de l'ouverture possible d'une ambassade du Tchad à Jérusalem. Cette visite intervient moins d'1 mois après l'annonce d'un accord entre Israël et les Émirats arabes unis, appelé à devenir le 3e pays arabe après l'Égypte et la Jordanie et le premier du Golfe à normaliser ses relations avec l'État hébreu. Le Tchad ne fait pas partie de la Ligue arabe, mais est un État membre de l'organisation de la conférence islamique. Suivons à présent le Premier ministre israélien pour plus de précisions. Le plus important est de saluer chaleureusement votre père, le président Idriss Déby Itno, et le peuple tchadien. J'ai d'ailleurs mentionné nos relations lors des discussions à propos de la paix avec les Émirats. J'en ai fait mention et je veux faire plus qu'en faire mention. Je veux être en mesure de la rendre concrète. Critiqués par les sinistrés après les pluies dévastatrices qui se sont abattues sur Dakar et une partie du pays et qui ont fait 6 décès pendant le week-end, le président Macky Sall a défendu ce mardi soir sur la télévision publique son action face aux inondations et liées au changement climatique. Les quantités d'eau tombées vendredi, samedi et dimanche représentent 3 mois de pluviométrie et a affirmé le chef de l'État sénégalais sans donner de chiffres.
chiffres. Ce dernier, qui s'exprimait après une réunion du gouvernement consacrée à cette catastrophe naturelle, a annoncé la poursuite du plan décennal de lutte contre les inondations d'un budget de plus de 750 milliards de francs CFA, soit 1,140 milliard d'euros qu'il avait lancé à son arrivée au pouvoir en 2012. Il a appelé les populations à un changement de comportement en évitant notamment des constructions sur les cours d'eau et à des mesures pour atténuer les impacts. Le président Macky Sall a également annoncé un budget de 10 milliards de francs CFA, soit plus de 15 millions d'euros, dont 3 milliards de francs CFA, environ 4,5 millions d'euros, pour une aide directe aux sinistrés dont le nombre n'a pas été indiqué. Plus de 10 millions d'euros seront consacrés à l'achat d'équipements pour les sapeurs-pompiers et l'assainissement. Pour finir cette édition, les écoles à Casablanca, ville capitale économique du Maroc, devraient rouvrir leurs portes dès ce lundi pour une nouvelle rentrée scolaire. Mais à quelques heures de leur ouverture, les autorités marocaines ont décidé de les maintenir fermées. Raison évoquée, la flambée des contaminations à la Covid-19. Certaines d'entre elles sont carrément fermées. D'autres donnent accès à quelques usagers pour des renseignements. Mais pour la reprise des classes, les élèves doivent attendre encore. Un peu avant minuit ce dimanche, le gouvernement marocain a en effet décidé de différer la rentrée dans la capitale économique pour contenir le taux de contamination au coronavirus qui part en flèche dans tout le pays, avec une forte concentration de contaminés dans Casablanca. Devant les portes fermées, les élèves qui avaient effectué le déplacement de la rentrée retournent chez eux, les parents d'élèves déçus. Je trouve cette décision un peu bizarre, car l'éducation à la maison n'est pas comme celle de l'école, qui est la plus importante. S'il n'y a pas d'école, c'est comme s'il n'y avait rien. Je pense que c'est la troisième ou quatrième décision qui a été prise très tard dans la nuit. Pour moi, comme citoyen, c'est une décision qui n'est pas claire du tout. Le report de la rentrée scolaire n'est pas la seule mesure prise par les autorités marocaines pour freiner la propagation du coronavirus. Toute la ville de Casablanca est mise sous verrou avec contrôle de déplacement et un couvre-feu la nuit. Le Maroc a en effet atteint un taux record de contamination dimanche dernier avec plus de 2200 nouveaux cas, dont 42% dans la seule ville de Casablanca. Les mesures prises sont des mesures drastiques, reconnaît le ministre de la Santé, mais c'est pour éviter d'être submergé par le virus, justifie-t-il. Au bout de 2 semaines, les autorités marocaines entendent évaluer la situation épidémiologique et prendre des résolutions. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.